merci d'être resté jusque-là. D'abord, j'espère que vous avez beaucoup de questions, puisque l'objectif, c'est de vous donner la parole et d'établir un dialogue avec les intervenants. Nous avons deux micro-baladeurs quelque part que Dominique et Philippe vont distribuer pour ceux qui le veulent. Alors évidemment, en cette soirée, on est tous un peu fatigués, je suppose. Vous avez entendu beaucoup de choses et on a parlé de la noosphère de tas de manières différentes. J'espère que tout ça n'apporte pas de la confusion dans vos esprits. Je vois madame qui dit un peu entre les deux. Oui, parce que cette notion de noosphère est multidimensionnelle et on a tous abordé la question sous différents angles. Donc à la fin, c'est vrai, c'est un peu dommage si vous sortez plus dans la confusion que vous l'étiez en arrivant. Bon, ceci dit, je crois que c'était indispensable d'avoir ces différents points de vue. Si je reprends quelques idées qui m'ont intéressé, beaucoup de choses ont été dites et très intéressantes, mais Frédéric nous a fait découvrir que Teilhard n'était pas étranger à la définition de la géopolitique et l'évolution de la notion telle que vous l'avez décrite, quelque chose de tout à fait passionnant. Ce ne sont pas que des règles et des institutions qui se parlent. Ensuite, on a beaucoup évoqué la facette technologique, je dirais, de la noosphère et l'intelligence artificielle, bien entendu, qui pourrait créer une espèce de noosphère artificielle à côté de la noosphère humaine. Donc c'est John Luigi qui nous a rappelé cela, mais qui aussi nécessite, selon Alexei, d'intégrer le non-humain dans notre travail pour constituer la noosphère. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté. Il faut l'intégrer dans un mouvement, si j'ai bien compris. Donc ça, ce sont des choses qui ont attiré mon attention. Ensuite, évidemment, la question importante de la noosphère par rapport à l'étape dans laquelle nous sommes. Est-ce que la noosphère a démarré? Est-ce qu'elle est là? Mais pourtant, on a l'impression, quand on voit tous les guerres, tous les conflits, les agressions, on se dit qu'elle est encore pas tout à fait là. Donc il y a encore un grand chemin à parcourir. Mais on a compris que l'espérance, et en particulier s'inscrire dans la continuité, dans l'esprit du Christ, est le seul moyen de pouvoir véritablement aboutir à une noosphère qui nous prépare à rejoindre le point oméga un jour. Voilà, donc énormément de choses. Il y a un élément qui n'a pas été tellement abordé, on s'en aperçoit à la fin, hein, c'est comme l'histoire, on comprend le sens à la fin. Eh bien, c'est en fait tous les obstacles qui sont sur le chemin, en particulier l'un des obstacles dont j'ai parlé avec quelqu'un pendant la pause, c'est que on a tendance aujourd'hui à ne plus croire en l'universel. C'est-à-dire ce qui est valeur universelle est devenu source de méfiance, parce qu'on se dit, oulala, si on dit que c'est universel, on va imposer des choses à des gens, et donc beaucoup de gens se détournent de cette idée d'universalité. Donc sans universalité, eh bien on se demande comment la noosphère peut prendre vraiment son essor. Donc voilà quelques pistes. Je ne vais pas aller plus loin pour vous laisser la parole. Et n'hésitez pas, vous direz simplement à qui vous vous adressez. Et si c'est une question collective, vous la posez collectivement et on tâchera de trouver les personnes les plus à même de répondre. Voilà. À partir des années 80, on a parlé... Bonjour. À partir des années 80, on a parlé des champs morphogénétiques ou des champs morphiques de Rupert Sheldrake. Je voulais savoir, je m'adresse à l'un d'entre vous, où vous situez ces champs morphiques ou morphogénétiques par rapport à la noosphère. Et Sheldrake étant un biologiste et un bouddhiste.
Est-ce que quelqu'un a sur ce sujet... je vois beaucoup de gens dire peu inspiré, peu inspiré. Bon, moi j'ai vraiment une connaissance minuscule, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que ça fait partie tout à fait des ce que j'appelais les pré-noosphères ce matin en début de matinée, parce qu'effectivement il y a là quelque chose qui cherche à intégrer, qui cherche à regarder de plus haut, et avec l'inspiration bouddhiste, on sent qu'il y a une notion de convergence là derrière. Bon, mais d'un point de vue très concret, est-ce que ça prépare ou est-ce que ça fait que, par rapport à la noosphère, je ne sais pas répondre. Moi, je dirais que c'est une pré-noosphère parmi les autres. J'avais une deuxième question, si c'est possible. Oui. Je ne connais pas du tout l'exemple que vous avez cité, madame, mais j'ai quand même une remarque à propos de deux types de sens, si vous voulez, de ce terme de noosphère que même pendant les quelques minutes de cette table ronde, nous avons déjà observé. Le premier, c'est justement le sens d'une sphère, le monde d'en haut, et dans ce sens-là, il n'y a pas que des exemples des années 80, vous pouvez en trouver pendant toute l'histoire de l'humanité. La sphère de l'intellect, le monde d'en haut, dans l'histoire de différentes religions. Vous avez par exemple un grand livre de la Kabbale du XIIIe siècle qui s'appelle le livre de l'intellect, de la lumière de l'intellect, Or HaSechel d'Abulafia. Donc ça parle d'une prénosphère ou d'un autre type, si vous voulez, de conception des mondes d'en haut. Donc tout cela existe. Après, il y a un deuxième sens dans lequel le mot noosphère peut être employé, en mon sens un peu à tort, mais pourquoi pas, comme une sorte de période, comme une sorte d'étape historique, comme si on allait vers la noosphère. Vous voyez, ça n'est plus le monde d'en haut, c'est une étape historique. On y va, hein, il y aura la paix, la vie intellectuelle, je ne sais quoi. Et là, je pense que là, évidemment aussi, il y a des pré-noosphères, à commencer par Joachim Dofler, les grandes visions apocalyptiques, toute l'histoire des visions apocalyptiques d'une nouvelle époque qui nous attend en l'an 1000, en l'an 2000, en l'an tout ce que vous voulez, etc. Donc là aussi, il y a des analogies et des précédents et des prénosphères. Donc quel que soit le sens du mot, ça n'est absolument pas unique à Teilhard et à Vernadsky. Bon, j'avais une question qui se portait plutôt sur Bruno Dufay ou Frédéric Rabel, mais n'importe qui d'autre peut répondre. Il s'agit de cette notion de noosphère qui est complexe. On comprend que Teilhard ait inventé ce mot, qui est repris par des tas d'autres, et donc c'est une chose merveilleuse qu'il soit repris, mais il est repris dans des sens totalement différents. Et quand on pense, je trouve que l'exposé était très intéressant ce matin, de voir que la convergence n'existe pas pour la plupart des gens qui empruntent ce mot, que le Christ n'existe pas. On se demande pourquoi ils ont repris ce mot. Pour essayer de synthétiser un peu ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire que les notions de pré-noosphère soient toutes complètement éloignées de la pensée de Teilhard. Il y a toujours un élément qui relie. Par exemple, l'élément de communication. Par exemple, l'élément d'accumulation de connaissances. Par exemple, l'élément de privilégier le collectif, etc. Donc il y a quand même toujours un élément qui est repris de la pensée de Teilhard. Simplement, il n'y a pas tous les éléments. Et effectivement, la plupart du temps, il n'y a pas les éléments christiques et même spirituels pour beaucoup. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé ça, d'appeler cela pré-noosphère, parce que ce ne sont pas des noosphères, vous avez raison, puisqu'il n'y a pas tous les éléments
de Teilhard, mais il y a quand même quelques éléments présents. Et on peut espérer que des pré-noosphères, il y aura une évolution vers la noosphère. Parce que tout le monde évolue. Moi, je vous donnerais uniquement... J'appuie. Oui, voilà. Je vous dirais uniquement les usages du terme de là où je suis, c'est-à-dire en relations internationales. Moi, je dirais qu'il y a deux moments où Teilhard est convoqué. Il y a un premier moment dans les années 90 où le terme de mondialisation, dans cette phase post-guerre froide, cette première séquence, où la communication, l'abolition des distances, le développement d'outils d'interdépendance passant de plus en plus par les technologies, où là, Teilhard est emprunté, on va chercher dans l'idée de noosphère quelque chose de conceptuel pour essayer d'appréhender cette notion, alors ce phénomène, sans aller justement sur la dimension théologique et chrétienne, uniquement comme quelque chose qui permet d'appréhender ce qu'on observe. Et puis il y a un deuxième moment qui est le moment de l'Anthropocène, donc vraiment début XXe siècle, enfin, la séquence des 20 dernières années, où là, on commence à pointer des liens plus, je dirais, importants avec la dimension théologique, même si on y va avec des prudences. Pourquoi ? Parce que l'Anthropocène est perçu négativement. C'est quelque chose qu'on subit, même si c'est les humains qui en sont largement les artisans. Mais dans le diagnostic de l'Anthropocène, chez Crutzen par exemple, ou d'autres, il y a l'idée de pessimisme. En fait, nous allons basculer dans l'apocalypse. Derrière l'usage de la noosphère associée à cette nouvelle condition planétaire, passer par la noosphère, ça veut dire injecter quelque part une dimension normative qui consiste à pointer ce que disait tout à l'heure François, c'est-à-dire une once d'espoir. Donc c'est pas forcément chrétien, c'est pas forcément purement assumé théologiquement, mais ça renvoie à un autre registre qui est finalement très peu développé en relations internationales, où, comme je vous ai dit, on a tendance à étriquer les choses. C'est une question qui s'adresse plutôt au père Evé. On comprend que le père Teilhard de Chardin s'est plutôt adressé à des scientifiques, et donc il employait le mot noosphère, mais je suis assez surpris qu'on n'a pas fait de rapport évident avec la construction du royaume de Dieu. C'est-à-dire l'Évangile parle de la construction du royaume, et on a l'impression quand même que la construction de la noosphère, ça épouse le profil aussi de la construction du royaume. Oui, bien sûr. Bon, là, je me suis situé plutôt sur le plan plus général, dans la cohérence de ce qu'on avait entendu précédemment. J'ai pas voulu effectivement aller, même si mon dernier temps était une mise en connexion avec la structure évangélique, j'ai pas voulu justement trop, tirer la noosphère du côté confessionnel, si vous voulez, prenant le vocabulaire du règne de Dieu, etc. D'abord parce que l'exposé qu'en fait Teilhard se situe plus sur un plan général. Alors, même si, encore une fois, des composantes de sa démarche, et je crois des postulats de fond, relèvent d'une confession de foi, mais globalement, une bonne partie de son propos se situe sur un plan plus global. Il n'y a pas de... Pour Teilhard, il n'y a pas de déconnexion entre ce que l'Évangile appelle le règne de Dieu et ce que lui appelle le point oméga. Voilà, c'est la même réalité. Et c'est pas une affaire... Le salut chrétien n'est pas déconnecté du salut ou de l'accomplissement de l'humanité. À l'encontre d'une vision individualiste qui dirait, que l'individu chrétien fait son salut à travers un certain nombre d'œuvres, etc., patati patata, ou de grâce, mettez ce que vous voulez, et puis après ça, le reste de l'humanité, c'est autre chose. Là, il y a vraiment une résonance entre les deux. Donc je pense, je suis d'accord avec vous qu'évidemment, il y a une similarité, mais dans l'expression de Teilhard, elle englobe la situation de l'humanité dans son ensemble. On peut reprendre la phrase que j'ai tirée du christique ce matin.
quand il écrit, non pas tiré du christique, il parle du christique à Marguerite, et il dit qu'il est pris par la rédaction de son texte scientifique pour le symposium, et il dit que ça m'empêche de m'attaquer immédiatement à la rédaction du christique, ce que je regrette un peu. Finalement, comme tu le sais, dit-il à Marguerite, origine humaine, noosphère et co-réflexion ne m'intéressent que dans la mesure où elles introduisent et imposent une nouvelle et plus haute forme d'adoration. Donc on est bien là dans la recherche, dans l'union au divin. Enfin, je crois. Autre question, oui. Oui. Quand on parle de noosphère avec Teilhard de Chardin, pour moi c'est un monde de liberté. Quand on parle de noosphère avec les machines, je me demande si on n'est pas dans un monde d'aliénation, par mimétisme notamment. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Orwell redevient à la mode. Et également, on oublie aussi Bernanos. Bernanos avec La France et les robots, notamment. Alexei. Oui. Alors, merci, madame. Beaucoup de choses à vous dire. Aliénation, je dirais beaucoup plus changement même de la définition de l'homme, de la condition humaine, pas de la nature physiologique. Vous voyez, les termes de liberté et d'aliénation, d'abord, sont contextuels. Dans quel cas, dans quel sens? Aliénation de qui par rapport à qui? Mais le qui change. Le sujet là, qui peut poser ce genre de questions change. Donc, dans ce sens-là, je suis assez certain que le mot liberté sera encore d'usage et aura encore un sens d'ici 25 ans, d'ici 40 ans, d'ici un siècle. L'être humain de demain va toujours, en tout cas dans la civilisation occidentale, où ce mot est très important, cette valeur est très importante, va toujours se dire libre et se croire libre. Dans quel sens? Pas du tout le nôtre. Oui, de même que nous n'utilisons pas le mot liberté dans le même sens que nos ancêtres au XVIIIe siècle. La norme a changé, c'est le même mot, c'est la même valeur. Et donc la question pour moi, vous voyez, c'est justement d'essayer de penser pas seulement le changement de la norme, parce que je ne suis pas un futurologue, je ne peux pas savoir quelle sera la norme dans un siècle, mais ce que je peux dire en tant que philosophe qui s'intéresse un tout petit peu à l'éthique du numérique, c'est qu'il y a un impératif de continuité pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment comment sera cet être futur, mais il me semble, et ça, comme Kant, on peut mettre un impératif, il me semble impératif que cet homme futur, avec sa cognition dans le cloud, avec l'autre manière de fonctionner en société, etc., il est impératif qu'il se reconnaisse dans la continuité de l'histoire humaine, qui est la nôtre. Il peut changer, bien sûr, mais il est impératif que cette continuité soit à tout moment assurée. Et alors, comment assurer? Comment peut-on l'assurer? Éviter les ruptures? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, opérationnellement? C'est un grand débat qu'on ne va pas peut-être ouvrir tout de suite. Mais vous voyez, je pense qu'il est très difficile pour nous de ne pas projeter nos normes de jugement sur cet être futur. Et pourtant, il est sûr et certain que les normes de jugement vont changer. J'ai une question de base. J'ai compris que la noosphère entourait la biosphère. Et comme la biosphère a commencé il y a 3,8 milliards d'années, donc la noosphère a dû commencer à ce moment-là. Alors, si oui, ou alors est-elle uniquement liée à la fin de toute cette évolution, uniquement au genre humain? Donc ça, c'est une question, je me demande si cette noosphère évolue donc comme a évolué la biosphère. Et puis une autre question complémentaire, c'est la structure de cette noosphère. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Parce qu'on se pose les mêmes questions en physique quantique, par exemple,
sur la structure d'un système intriqué. Bon, voilà les deux questions. Sur la première question, je pense qu'on peut répondre assez rapidement. Je crois que ça a été dit. C'est finalement les débuts de l'humanité qui forment le début de la noosphère. Hein. C'est pas le début de la planète, ni le début de l'intelligence artificielle ou des temps modernes. Hein. Donc je pense... Je te coupe 2 minutes juste Oui. pour citer ce fameux texte que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est certain, pour des raisons paléontologiques et géologiques rigoureuses, que le mystérieux phénomène de l'hominisation initiale a dû avoir lieu à la fin du Pliocène, à l'intérieur des zones subtropicales, tropicales et subtropicales du Vieux Monde, où se sont concentrés à la fin du Tertiaire les représentants les plus avancés des chimpanzés qui n'ont pas de queue, ou des primates du genre gorille, inclus à présent par les zoologistes dans la famille des pongidés. Et voilà, c'est la réponse de Teilhard. Merci. Vous voyez à quel point, pardon, je peux encore voir notre copain, à quel point Teilhard était un enfant de la science de son époque. Voilà. Vous voyez, Voilà. évidemment, il est complètement baigné dans la science qui était Voilà. la sienne. Ouais. Mais vous avez évoqué les métaphores de physique quantique. Je pense que la meilleure métaphore, c'est pas du tout la physique quantique, c'est la physique statistique. Pensez tout simplement à l'eau, là. Vous avez de l'eau, là. Regardez. L'eau est faite de molécules d'eau, n'est-ce pas? Donc, voilà, je verse quelques milliards de molécules d'eau dans ce verre. Si je veux décrire l'eau qui est dans le verre, je ne vais pas décrire chaque molécule. Je décris la température, la pression, le volume de l'eau là. C'est ce qu'on appelle un niveau émergent. Hein, ce système, bien sûr qu'il est microscopique, il est fait de molécules. Ça ne m'intéresse absolument pas de décrire ce système molécule par molécule. Ce qui m'intéresse, ce sont les variables qui n'existent qu'à ce niveau élevé, le niveau émergent. La température n'existe pas molécule par molécule, il a juste la vitesse de chaque molécule, mais chaque molécule ne sait pas ce que c'est la température. De même, noosphère, regardez, vous prenez beaucoup d'individus humains ou humanoïdes, ce que vous voulez, hein, qui ont des propriétés individuelles. Mais cette communauté de conscience, toutes ces notions qu'on a évoquées, le monde d'en haut, etc., existent à un niveau émergent. Ne peuvent pas être réduits à chaque petit individu, hein, mais existent à ce niveau émergent, comme les notions de température en physique statistique. Et bien sûr que ce niveau émergent commence à exister du moment où vous avez suffisamment de molécules, suffisamment d'êtres humains qui interagissent. Eh ben, il y a de l'émergence, et donc les variables qui décrivent ce niveau émergent comme s'il était autonome. Et c'est exact. Teilhard ne connaissait pas tout à fait ce langage des systèmes complexes, parce que c'est le langage des 50 dernières années. Mais il vous permet de saisir un peu plus exactement la métaphore physique que vous avez évoquée, monsieur. Bruno, alors. Ah non, je n'ai rien à ajouter. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point sur ces deux questions de structure et de démarrage de la noosphère, si je puis dire? Il y avait aussi l'autre partie de la question qui était est-ce que c'est un concept qui est travaillé? Je ne sais pas trop, parce que c'est là où il faudrait regarder la littérature très, très concrètement. C'est-à-dire, où se trouve aujourd'hui le mot noosphère? Enfin, c'est ce que Bruno nous a dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il est vraiment travaillé comme un concept, ou est-ce que c'est simplement une image qui sert à justifier des choses extrêmement différentes du reste? Un peu ce sentiment-là. Du côté russe, donc Vernadsky a pas mal travaillé cette notion de noosphère dans une perspective assez différente de Teilhard du reste. Voilà, là c'est un bon exemple d'un concept, je vais dire, opératoire. Là, je suis un petit peu dubitatif. Frédéric, une façon à montrer en quoi, globalement, plus largement, la pensée de Teilhard pouvait être opératoire en notion internationale. Et bon... Enfin, ce serait intéressant justement de faire un inventaire, encore une fois, de l'emploi du mot. Je ne parle pas de la notion plus globale qui, comme dit Alexis, appartient à l'humanité depuis très longtemps. Enfin, cette idée d'une... L'image de la sphère, on la trouve depuis la plus haute antiquité, de toute façon. Hein. Elle est vraiment très, très archi-classique. Et donc, mais si on prend typiquement le concept de noosphère et voir effectivement son emploi, je veux dire conceptuel et pas simplement comme image lequel on met un petit peu tout et son contraire, c'est un peu ce sentiment que je peux avoir.
Merci. Oui, oui, allez-y. Il y a peut-être à l'heure actuelle tous les collègues politistes qui travaillent sur le transhumanisme, et je pense à Juliette Faure par exemple, qui est elle une spécialiste plutôt du monde russe. Je ne sais pas si on retrouve la trace du concept, mais c'est peut-être une première façon un premier milieu dans lequel on peut éventuellement travailler cette notion. Et la chose que je voulais rajouter, c'est que tout à l'heure j'évoquais des analyses plutôt académiques, mais il faut savoir par exemple que la Rand Corporation, qui est en fait un think tank militaire, dans une publication très récente, il y a quelques années, utilise le terme de noosphère pour appréhender un certain nombre d'enjeux globaux. Donc ça peut aussi s'irriguer, non pas du point de vue de recherche fondamentale, mais de recherche plus appliquée pour aborder un certain nombre d'enjeux internationaux. J'en profite pour dire que l'équipe dans le pôle international de recherche, l'équipe dédiée à la noosphère va justement s'emparer de ces questions, poursuivre. Moi, vous savez, ce matin, j'ai fait un premier point, il est évidemment pas exhaustif, et on va essayer de creuser aussi bien le concept que l'emploi et le pourquoi les gens emploient le mot. Donc ça fait partie des choses qu'on va travailler dans l'équipe noosphère. Donc si des gens sont intéressés, il y a un petit papier pour vous inscrire sur la table à l'accueil. Voilà. Peut-on revenir sur le terme de l'universalité avec la notion de liberté, de droit de l'homme, qui me paraissent excessivement importantes, liées à la noosphère? Et est-ce que les neurosciences peuvent nous dire quelque chose sur le besoin de liberté? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les sciences pourront apporter quelque chose pour l'universalité? L'universel, c'est un universel oblique que certains philosophes contemporains perçoivent à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. On a parlé de Bachir, Hamidi Bachir Diagne, le philosophe sénégalais qui est maintenant émérite de Columbia. Il va chercher chez Merleau-Ponty cette notion d'universel oblique. Il repère cette demande d'universel oblique, c'est-à-dire un petit peu ce que Teilhard appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'unité, mais avec le respect de la particularité et de la diversité. Chez les écrits de Senghor, comme par hasard, c'est-à-dire un lecteur de Teilhard, il voit poindre dans la réalité historique cet appel à cet universel oblique. Je pense que toute la difficulté à l'heure actuelle, c'est d'activer cet universel oblique. Un universel latéral qui accueille l'autre, qui accueille le décentrement pour nous occidentaux, mais qui accepte l'idée, comme le dit très bien Bachir, l'universel chantier. C'est un chantier, l'universel. C'est pas quelque chose qui est figé, donné une fois pour toutes. C'est un travail, c'est un chantier qui est à chaque jour remis sur la table. Or, la difficulté à l'heure actuelle, c'est de trouver des espaces où cet universel oblique pourrait être travaillé. Ces espaces sont de plus en plus étriqués, malheureusement, je dirais, là je fais un jugement normatif, malgré ces énergies de convergence qu'on a un peu évoquées ce matin. Après, dans les neurosciences, je suis incapable de... Peut-être non, Andreas. Non, mais François, je croyais qu'Andreas voulait dire un mot. Juste pour ajouter un point complément, enfin, renforcer le propos de Frédéric, il y a la notion aussi d'universel réitératif de Michael Watzer. C'est-à-dire un universel qui, par opposition à un universel, je ne sais plus d'imposition, je ne sais plus quelle expression il emploie, plutôt d'un universel imposé, un universel qui se construit dans la rencontre, dans le dialogue, dans la confrontation. Je pense à un ouvrage récent d'un représentant du Liban à l'UNESCO, là, qui justement défend la place des cultures, non pas pour nier, c'est même direction que Diagne, non pas pour nier un horizon, la notion d'universel, mais critiquer l'idée d'un universel imposé, c'est-à-dire de critères qui seraient définis par un groupe particulier et imposés aux autres, qu'on a connu largement. Alors c'est plus, le chemin est plus ardu, parce que c'est à travers, non seulement le dialogue, mais aussi la confrontation, des conflits éventuels, que, alors avec, comment dire, le postulat ou l'acte de foi, que, oui, enfin l'universel à certains égards relève de l'acte de foi. On ne peut pas simplement s'appuyer sur le fait qu'on a un ancêtre commun, ou je ne sais pas quoi, ou qu'on a des proximités évidemment
physiologique, mais voilà, c'est l'expérience qui nous montrera qu'effectivement on peut arriver à un espace commun, mais à travers ces affrontements. François, la science est universelle, elle est reconnue comme universelle, la science est bon. Alors, la science universelle. est universelle, oui, effectivement, il y a des éléments, oui, effectivement, c'est frappant, la mathématique... Mathématiques, pas toute la science. Ouais, La science mathématique. sur mathématiques, oui. Ouais. Et vous savez, il y a quand même une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les phénomènes de complotisme, etc., il y a des gens qui se permettent de dire oh ben non, moi, la théorie de la relativité d'Einstein, j'y crois pas, ça m'intéresse pas, c'est nul, et puis qui diffusent. Alors, c'est ça qui est très difficile, c'est que l'universalité de la science est certainement partagée par tous les scientifiques, mais maintenant, la parole étant extrêmement diffusée partout, et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc ça donne une impression que finalement tout est discutable, tout est opinion, et qu'il n'y a plus quelque chose de vrai, quelque chose d'établi au niveau scientifique. Mais Renaud, ça n'est pas tellement. Je ne pense pas que la question de l'universel soit une question de vérité universelle. Il y a cet aspect-là, si tu veux. Bien sûr, on peut toujours dire, depuis la critique de Kant par les néo-kantiens, les a priori kantiens ne sont pas tout à fait a priori, il faut les relativiser. Vous savez, enfin, n'importe quel universel, il faut le relativiser. Ça, on en parle depuis le 19e siècle. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire, il y a des motifs universels qui apparaissent et qui sont communs aux différentes cultures, civilisations, etc. Avec la technologie, il y a un motif très important qui structure toutes les sociétés, c'est la division en utilisateurs et experts. Vous êtes utilisateur de ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons si on touche là, ça sort là, d'accord? Mais après, on sait qu'il y a des experts qui savent comment ça fonctionne à l'intérieur. Et cette division-là, qui est une division politique, hein, parce qu'il y a des tensions, des conflits à travers cette ligne de division, elle est commune à toutes les sociétés. Il y a des utilisateurs, des experts partout. Dans ce sens-là, la technologie crée des motifs universels pour toutes les sociétés. Merci. Autre question? J'ai une question qui est arrivée par écrit. Si... non, ah ben, madame. Voilà. Merci pour beaucoup. la fin, la question par écrit. Et petite question, est-ce qu'il y a encore de la matière dans la noosphère, guillemets avec dans, parce que j'ai l'impression qu'on arrive à une dimension qui est déspatialisée, quelque chose comme ça. Et où est-ce que, formulé autrement, est-ce que la matière de la noosphère, ce n'est plus que de l'esprit? Est-ce qu'on arrive à ça, vraiment? Ou alors est-ce que la noosphère n'est qu'une grande métaphore pour parler de la conscience collective, finalement? On n'a pas entendu, Andreas. Merci. Alors, il me semble que pour Teilhard, la compréhension de la noosphère ne serait pas un détachement total, radical. Donc l'aspect de l'incarnation serait toujours important pour Teilhard. Donc il ne serait pas une noosphère, il ne serait ni une noosphère de dépassement de l'humain, ni une noosphère détachée de l'humain. Bien sûr que ça peut avoir des éléments de réalité non humaine qui influencent et développent la noosphère et influencent l'humain et le changent, mais ne serait pas totalement détaché. C'est ça que je dis. Comme la biosphère n'est pas détachée. Et de la même façon que la biosphère n'est pas détachée de la géosphère. Oui. Autre commentaire sur le sujet? Non. Je pense que la noosphère soit un phénomène émergent, comme lui disait. Teilhard parle d'un quantum de personnalité
il parle de molécules humaines. Alors, avec Philip Henderson, on sait que more is different. De plus est différent. Alors, beaucoup de molécules humaines réunies avec une logique de complexité donnent un phénomène émergent que c'est la noosphère. Et je pense que la complexité soit un réseau intégré de relations évolutives qui retournent. Voilà, si je te dis quelque chose, tu me remets ta réponse. Donc, la complexité étant un réseau, fait oui que les molécules humaines en réseau vont constituer un phénomène complexe, que c'est un phénomène émergent qu'on appelle noosphère. Noosphère a une motivation à exister seulement non, seulement parce qu'elle est un réseau. D'accord. Un réseau immatériel. Ouais. C'est un réseau émergent. Oui, oui. Mais la base, c'est la base matérielle du corps humain. D'accord. Ok. Alexei? Je pense que, je ne sais pas si vous serez d'accord, j'espère que oui, nous sommes en position d'ajouter quelque chose à cette vision théardienne en disant les molécules aujourd'hui ne sont pas seulement humaines, les molécules sont aussi ces calculatrices élémentaires et la complexité de réseaux de neurones fait en sorte qu'il faut mettre à jour la noosphère, ce qu'on peut l'appeler cité numérique. Il n'y a pas que des molécules humaines, il y a aussi évidemment les molécules artificielles qui nous influencent, qui entrent dans ce réseau, et on peut l'appeler noosphère numérique, cité numérique, comme vous voulez. Oui, je crois qu'il y a un point qu'on a peu discuté aujourd'hui, c'est que la noosphère est émergente, mais en même temps, elle influence, elle rejaillit sur l'humanité. C'est-à-dire que le phénomène, décrit par Edgar Morin en particulier, il y a un roman, je le signale, qui s'appelle Noosphère, d'Audrey Blenay, qui explore beaucoup le phénomène de l'impact de la noosphère sur les humains. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a trop tendance à ne penser qu'au phénomène émergent. Mais le côté, évidemment, numérique nous oblige à bien regarder qu'il y a un phénomène descendant également. Et je pense que cette perspective soit la base de la définition de théâtre d'esprit-matière. Oui. Merci. C'est là. Merci. Il faut passer à travers la matière, mais émerge l'esprit. C'est ça. Ah non. Oui, est-ce que... La technosphère, ça n'est pas horizontal. La noosphère est appelée à monter. Oui, bien sûr. La technosphère n'est absolument pas horizontale. Ça, c'est les illusions des mécanistes. Oui. Il y a une question de madame, et Oui. après monsieur ici. Oui, est-ce que Marie pourrait nous rappeler la phrase de Benoît XVI sur la nouvelle sphère qu'il imagine au-delà de la noosphère? Je pense que c'est une perspective qui mérite d'être interprétée, en fait, réfléchir dessus. C'est une question plutôt pour François Hervé. Alors, je vous redis la phrase. Dieu a pu créer à travers la résurrection une nouvelle dimension de l'existence. Il a pu, au-delà de la biosphère et de la noosphère, comme le dit Teilhard de Chardin, créer encore une nouvelle sphère dans laquelle l'homme et le Dieu et le monde ne font qu'un avec Dieu. Dans laquelle l'homme et le monde ne font qu'un avec Dieu. Oui, je suis un tout petit peu surpris par l'avant-dernière intervention de M. Greenbaum, parce que
je le trouve un peu en contradiction avec ce qu'il écrit dans son livre absolument remarquable. Cette idée d'être tenté de faire rentrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de la noosphère. Quand on voit un produit d'intelligence artificielle, et vous le dites très bien dans votre livre, l'esprit humain ne peut pas s'empêcher de se dire, devant un texte aussi parfait, parce que les couches syntaxiques de l'intelligence artificielle sont remarquables, l'esprit humain spontanément se dit, il y a une personne là derrière. Or, vous dites très bien dans votre livre qu'il n'y a aucune personne, il y a du calcul. Pointe à la ligne. Une machine n'aura jamais d'émotion, n'aura jamais de sentiment. Donc, c'est un outil qui vient soutenir la vie de l'esprit, mais en aucun cas ça peut être confondu avec la vie de l'esprit. Je le dis aussi, merci monsieur d'avoir lu attentivement Parole de machine, je le dis, cela se passe comme si, sur le mode du comme si. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une personne, on fait ses projections tout en sachant que c'est une machine. Bien sûr qu'il n'y a pas de machine. Le comme si est efficient. C'est-à-dire que nous savons que c'est une machine et pourtant, ces projections ont sur nous un véritable effet, font sur nous un véritable effet, ont un impact sur nous. C'est-à-dire que nos comportements, notre manière de penser, notre manière, par exemple, de réagir émotionnellement, elle va être influencée. Même si on sait que... Et donc, ce qui rentre dans la noosphère, évidemment, ça n'est pas le transistor, l'aspect matériel d'un système calculant, d'accord? Ce qui rentre dans nos sphères, encore une fois, c'est à travers ce rapport, vous vous souvenez peut-être d'Adam avec les animaux, c'est à travers ce rapport et sa relation. Ça n'est pas le statut ontologique de l'autre qui compte, le fait que ce soit un transistor ou un animal, d'accord? On sait très bien que c'est une machine. Ce transistor n'entre pas dans la noosphère, nous sommes d'accord. Ce qui entre dans nos sphères, c'est cette entité émergente qui existe comme si on sait très bien qu'elle n'existe pas dans le monde euclidien matériel, dans notre temps, etc. Mais elle a de l'influence sur nous, cette entité-là. Et ce que nous sommes, nous, les êtres humains, ça change en fonction de cette influence-là. Donc, vous voyez, c'est à travers ce comme si, à travers ce rapport, qui n'a pas d'équivalent matériel que cela entre dans notre vie. Mais je voudrais rendre la parole peut-être à François pour traiter de la citation de Benoît XVI. Ah oui, oui, alors ce Benoît XVI, dont j'ai rien à ajouter, simplement, il me semble que ce qu'il appelle cette troisième sphère, c'est le point oméga, simplement. Enfin, il faudrait demander à Teilhard, mais je pense que c'est ça qui est visé. Hein, c'est pas... Alors, la noosphère, c'est un état historique depuis l'essence de l'humanité. La noosphère comme telle, c'est pas le point oméga, c'est la convergence vers oméga. En complément de ce que vient de dire Alexis, c'est l'insistance que j'ai mise sur la notion de relation. L'être existe en relation avec son semblable, mais en relation avec toutes les autres entités qui composent le monde. Bon, avec l'animal, déjà, on pourrait parler aussi de la projection sur l'animal d'une dimension personnelle, de parole, enfin, etc. On sent qu'il y a un besoin dans l'humanité d'une forme de relation mutuelle, réciproque. Voilà, alors avec ces machines qui simulent l'humain, quel type de relation établir avec elles? C'est ça, je crois, que l'enjeu. Hein, alors, c'est pas la question de dire ce sont des machines, évidemment, on sait bien que ce sont des machines. La question n'est pas là. La question est de savoir quel type de relation on entretient, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, ces relations. Enfin, c'est tout le débat, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Hein. Merci. Dernière question, peut-être. Après, j'aurai une question pour chacun de vous et vous essayerez de répondre en conclusion. Hein. Bonsoir. Nous avons la chance en tant que chrétiens de croire en un Dieu trinitaire. Il me semble avoir entendu parler du Père, du Fils. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se glisse l'Esprit Saint là-dedans? Alors là, je pense que... pendant la pause, quelqu'un disait, mais au fait,
la communion des saints, l'Esprit Saint. Est-ce que c'est pas ça l'énergie de la noosphère? La Trinité comme communion, alors la communion des personnes distantes. Et donc, Teilhard voit l'accomplissement de l'évolution comme une communion des consciences distantes les unes des autres, une communion qui s'approfondit, peut encore croître. C'est ça que je dirais. Donc l'oméga est aussi transcendant par rapport à l'univers pour Teilhard, pour assurer cette communion. Ce n'est pas une fusion. Oui, enfin, ce qui est... alors, bon, notion de Trinité, on pourrait en parler longtemps, et faire attention simplement au fait que, bon, les mots, on emploie des mots, bon, forcément, on peut bien faire autrement, et on essaie de leur donner un sens, et tout en étant conscient que, dans certains cas, le sens est extrêmement fluide, et dans le cas de l'esprit, c'est typiquement, hein, que ce soit, bon, c'est pas tellement envie en français, mais que ce soit en grec ou en hébreu, c'est le souffle, c'est le vent, autrement c'est ce qui circule. Voilà, c'est ce qui est insaisissable. Et donc, on voit bien qu'est-ce qui se joue là-dedans, c'est précisément cette circulation. Et donc, alors après ça, on pourrait effectivement tout repasser et tous les propos à travers une métaphore trinitaire, mais c'est pas tellement le but ici. C'est de prendre conscience à quel point, souvent, les choses circulent. Alors, dans la tradition chrétienne, on prend cette notion de Trinité, d'autres traditions peuvent avoir des éléments équivalents, mais enfin voilà, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent. Merci. Alors, la dernière question de Jean-Baptiste. Juste un point à propos de la communion. Je m'étais demandé si Teilhard n'avait pas rajouté à la communion des saints la communion des non-saints. Bon. Dernière question, je reviens un peu sur le sujet d'avant. Je suis parent, j'essaie de me mettre à la place de parents qui ont des enfants entre 5 et 10 ans aujourd'hui. Comment transmettre et gérer la transmission de la noosphère et de l'intelligence artificielle? Alors, ça... je suis également enseignant. Bon, évidemment, ouais. Je ne vais pas commencer une nouvelle conférence maintenant, mais la question est fondamentale. La question est même, pour moi, centrale. Dans quel sens? L'intelligence artificielle, ça change tout. Ça change le marché de travail, ça change différentes professions, ça change la manière dont nous utilisons, par exemple, la médecine. Vous allez d'abord poser votre question à ChatGPT avant d'appeler votre médecin, pourquoi pas? Donc, toutes les sphères de la vie humaine changent. Et moi, je dis toujours, oui, bien sûr, tout cela change. La question centrale, pour moi, est celle de l'éducation. Parce que la grande question, c'est comment ces cerveaux qui aujourd'hui se forment et s'éduquent en interaction avec les réseaux de neurones artificiels, comment vont-ils être? Comment vont-ils former société? Que vont-ils connaître d'eux-mêmes, savoir d'eux-mêmes et savoir faire d'eux-mêmes, ou avec les modèles d'intelligence artificielle? Nous n'avons pas toutes les réponses, nous ne sommes qu'au début de ce chemin. Cette génération commence tout juste à grandir, voilà, devant nos yeux. Et moi je pense, enfin il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, je suis contre les interdictions et prohibitions de type pas avant 15 ans ou des choses comme cela. Parce que, mais ça ne veut pas dire qu'un enfant de 8 ans doit avoir un écran, mais 15 ans c'est autre chose. Je suis également pour des mesures par conception. Ce qui est très important, ça n'est pas d'interdire et d'essayer de revenir en arrière. Soyez comme nous. Vous savez, les calculatrices, c'est pas bien. Vous devez apprendre à multiplier les nombres de 10 caractères juste à la main comme ça. Non, mais personne ne fait ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Et de la même façon, ça n'est pas du tout utile ni sage d'essayer de forcer notre façon de connaître, notre manière de fonctionner cognitivement sur nos enfants. Au contraire, ce qu'il faut mettre, c'est de mettre des limites et des contraintes.
Ces limites et contraintes passent bien sûr par de la réglementation, limite de conception. Si vous faites un chatbot ou un ami virtuel, alors il y a tout un tas de limites et de choses qu'il faut, à travers la législation, imposer aux concepteurs, mais pas interdire. Donc je pense que les interdictions, cela ne mène nulle part, en tout cas dès qu'il s'agit d'adolescents, pas des enfants. Pour les enfants où il y a vraiment le développement, non pas cognitif, mais le développement physiologique du cerveau, là oui, retirer un écran, ça a tout son sens. Mais du moment où on parle d'un peu de processus un peu plus cognitif, il faut accompagner, il faut montrer les bons usages, il faut mettre des contraintes par conception, mais pas interdire. Et concernant la noosphère, moi je dirais une chose toute simple, c'est montrons l'exemple de ne pas creuser les divisions, de ne pas jouer le jeu des séparations, des fragmentations, mais plutôt de l'union, d'essayer de construire des ponts et de faire qu'on arrive à mieux se comprendre les uns les autres. Voilà ce qui pourrait être une idée pour faire sentir la noosphère progressivement. Bien, je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions. On va conclure. Donc j'avais eu une question par écrit, donc je vais vous la poser, puis vous ferez votre conclusion sur cette base-là, si vous voulez bien. Donc la question a été un peu abordée aujourd'hui, mais elle est difficile. La noosphère est-elle totalement un produit de l'évolution ? La noosphère, est-ce l'évolution esprit-matière, sans que nous ayons rien à faire? La noosphère est-elle un progrès attendu et offert, comme disait François tout à l'heure? Et finalement, bon, est-ce qu'elle a des chances de vraiment arriver d'une manière plus nette sur notre planète? Voilà la question finale, et vous ferez votre conclusion autour de cela, si vous voulez bien. La noosphère, oui, peut être le produit d'un procès évolutif. Je pense que l'évolution, c'est un mécanisme naturel qui produit complexité. Et c'est la complexité qui va augmenter et avoir une espèce de direction, pas l'évolution. Mais la complexité qui a été produite par l'évolution a eu comme résultat la conscience humaine et par conséquence, nous le voyons directement, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui n'est pas complète. Elle est un cours d'évolution et de complexification. Notre corps ne montre pas des signaux d'évolution, car l'évolution phénoménique, phénotypique, l'évolution du corps a besoin de des millions d'années. Voilà. Mais l'évolution culturelle est continuée et est très rapide. L'évolution culturelle a employé à peu près 6000 années de premier moment de l'écriture, 6000 années pour arriver à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est en cours de complexification. L'humanité doit penser qu'il n'est pas arrivé. L'humanité doit penser que sa complexification doit augmenter. Donc, il faut, voilà, et il faut travailler. Il faut exalter sa intériorité. Voilà. On va demander à Andreas sa conclusion. Je dirais que pour Taillard
Et c'est très important dans la noosphère, un moment aussi de liberté. On a parlé de liberté, donc on peut continuer à évoluer, à mener ce processus jusqu'à son télos, jusqu'à sa fin, jusqu'à sa intelligibilité pleine. Mais maintenant, dépend de nous de converger et de porter tout l'univers vers sa fin. C'est un changement aussi d'éon dans la noosphère avec l'apparition de l'être humain, me semble-t-il. Merci. J'aimerais revenir sur, pour répondre à votre question,